Bien, nous redémarrons avec le chapitre 5, sur la 5-6. Qui ne participe pas? C'est une intervention. Ah, il y a une intervention. Bon, elle ne m'avait pas été signalée. Donc la parole est à Madame Morin. Oui, merci. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, voilà, je vais vous parler de la délibération 5-6. J'ai eu beau chercher, je n'ai toujours pas compris comment l'article L 2123-18-2 du Code général des collectivités territoriales, qui concerne explicitement et exclusivement les membres du conseil municipal, peut-il s'appliquer aux membres d'un conseil métropolitain? Vous évoquez l'article L 5217-7 du même code. Or, cet article ne fait aucune référence au L 2123-18-2 du CGCT. Un ami avocat que j'ai consulté m'a dit effectivement, il n'y a pas d'équivalence de l'article L 2131-18-2 du CGCT pour les élus intercommunaux et métropolitains. Par contre, cet article renvoie aux réunions prévues par l'article L 2123-1 du CGCT, dont l'alinéa 3, aux réunions des assemblées délibérantes des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, ce qui peut comprendre les intercommunalités et métropoles, puisque les élus municipaux représentent leur commune au sein du conseil métropolitain. Mais dans ce cas-là, c'est à la mairie de payer les indemnités aux conseillers métropolitains, car l'article L 2123-18-2 du CGCT dit « Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais ». Alors, si je soulève ce point de droit, ce n'est pas parce que je suis opposé à l'objet de cette délibération, bien au contraire, mais parce que je ne voudrais pas que cette délibération soit attaquable. Bien que le cadre légal et réglementaire n'ait pas prévu l'extension de ce droit municipal aux EPCI, rien ne vous interdirait d'aller au-delà du cadre réglementaire pour permettre aux élus qui ont de jeunes enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées à garder, de bénéficier du remboursement des frais engagés pour cela. Alors, pourquoi invoquer un cadre réglementaire qui n'existe pas? Et je vous prie de m'expliquer quel est le cadre législatif et réglementaire qui permet l'application de cette délibération pour les conseillers métropolitains, pas seulement pour les élus municipaux, et comment comptez-vous permettre le contrôle démocratique des remboursements par des tiers qui ne soient pas jugés partis? Par ailleurs, la formulation suivante, une attestation d'employeur du conjoint ou de tout autre document justifiant de la garde ou de l'assistance exercée à titre principal ou de manière alternée, manque singulièrement de clarté. En outre, quelle possibilité de contrôle de la mesure par l'opposition municipale? Comment éviter tout soupçon de favoritisme ou iniquité? Par exemple, demander seulement la date correspondant à la demande de remboursement pourrait ouvrir la porte à des remboursements de la femme de ménage que certains emploient vraisemblablement dans la journée, mais pas forcément le soir pour suppléer à l'absence de l'élu. C'est pourquoi, afin de préserver les moyens de la collectivité, il serait nécessaire, dans votre logique, de faire mentionner sur les factures les horaires précis de la garde ou de l'assistance. En effet, vous pourriez vous inspirer pour cela des contrôles que vous me faites subir quant à mes demandes de remboursement de frais de compensation de mes handicaps, où vous me demandez de préciser les horaires de présence de mes assistants pour les réunions de commission et de conseil. Si vous êtes particulièrement tatillon à mon encontre, vous ne donnez pourtant aucun moyen aux élus de l'opposition de contrôler les dépenses que vous engagez pour vos collègues. Une autre façon de lever cette dissymétrie serait de m'accorder la même confiance qu'aux autres élus sur les déclarations de frais que je soumets. Je ne m'étendrai pas trop sur ma situation personnelle, mais je dois quand même évoquer le traitement discriminatoire que je subis en matière de prise en charge des frais de compensation de mes handicaps, où une lecture restrictive des textes conduit à m'empêcher de bénéficier des moyens nécessaires pour préparer, donc pour prendre part, aux réunions des commissions et du Conseil. De plus, vous ne vous contentez pas d'une lecture restrictive des textes, puisque votre générosité vous a conduit à me rembourser 81 € avec plus de 2 mois de délai pour 1 240 € de frais d'emploi d'un assistant pour préparer, pour m'organiser, pour m'accompagner sur la période de juillet à mi-septembre. Pourtant, même la lecture restrictive des textes que vous avez aurait dû conduire à minima un remboursement de plus de 450 €. Alors j'ai malgré tout tenté de remplir mon rôle d'élu au point de m'y épuiser, ce qui m'a amené à être absente au Conseil de la métropole du 15 octobre. En effet, les Toulousains ne m'ont pas élu pour me contenter de faire de la figuration ou du présentiel afin de percevoir une indemnité. Souhaitant pouvoir jouer pleinement mon rôle d'élu,
Et face à votre refus de répondre à mes besoins liés à mes handicaps visibles et invisibles, et dont vous reconnaissez pourtant la réalité, j'ai dû me résoudre à consacrer l'intégralité de mes indemnités d'élu municipal et métropolitaine au paiement d'un mi-temps lycée sur l'année pour bénéficier de l'assistance nécessaire exercée par 2 jeunes brillants élèves de Sciences Po, que je remercie d'ailleurs pour l'aide apportée qui m'est précieuse. Néanmoins, et parce que je reste une femme de dialogue, j'ai saisi mes avocats qui vous ont adressé copie de la requête déposée devant le tribunal administratif pour ne pas être forclos sur les délais, et dans laquelle nous formulons une proposition de médiation. Comme vous l'avez souligné à juste titre, mes demandes dépassent les questions de clivage politique, puisqu'il s'agit effectivement, selon votre formule, d'assurer une égalité entre tous les élus locaux et de remettre le handicap au cœur de la lutte pour les droits de l'homme. C'est pourquoi je vous invite à me permettre d'exercer enfin mon mandat à égalité avec les autres élus valides, sans être obligé d'y consacrer l'intégralité de mes indemnités d'élu. J'espère donc de tout cœur que vous allez accepter cette proposition de médiation et que nous pourrons collectivement dépasser de part et d'autre les clivages et cette situation conflictuelle dommageable à la démocratie. Je vous remercie. D'autres interventions sur la 5-6 ? Donc, Madame Faure, juriste de son État, va répondre. Après, Madame, je dois vous dire que nous avons échangé des courriers en début de mandat sur cette question-là et je vous ai donné tous les éléments de réponse. J'attire ton attention sur la 5-6, c'est Daniel Rouget. Tous les éléments de réponse que j'avais. Alors effectivement, c'est Daniel Rouget finalement qui présente cette question. Est-ce que Daniel est là? Oui, je suis là. Tout à l'heure, il était là. Je suis là. Voilà. Alors effectivement, je sais que Daniel a traité cette question relative à la situation de notre collègue pour le conseil municipal. Est-ce qu'il peut en faire profiter le conseil communautaire? Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame Morin. Donc, juste pour signaler les choses le plus simplement possible. Dans la délibération qui nous préoccupe, il est clairement indiqué dans le document qu'il n'existe pas de prescription particulière prévue par les textes pour la délibération qui vous est proposée, mais il est proposé de reprendre les modalités fixées par le décret du 30 juillet 2020 applicable aux communes de moins de 3 500 habitants. Et c'est la formulation qui est proposée, puisqu'il n'y a pas de texte, effectivement, qui corresponde à cela pour les métropoles. C'est une décision qui est symétrique par rapport à celle qui a été prise à la ville et qui concerne les modalités de remboursement des frais de garde. Donc c'est ce qui est important, des frais de garde d'enfants, d'assistance aux personnes âgées, d'handicapés, permettant aux élus de participer aux réunions qui sont des réunions donc prévues par les textes. Cette particularité prévoit des pièces justificatives et prévoit stricto sensu dans le dispositif une déclaration sur l'honneur, puisque c'est un mécanisme de symétrie qui est utilisé dans cette délégation. Et par ailleurs, il est prévu aussi que sera remboursé par un mandat administratif avec une annualité, donc c'est une prévision de remboursement de frais par annualité. Pour ce qui est de la symétrie qui est évoquée par notre collègue concernant les remboursements de frais spécifiques liés au déplacement, accompagnement et technique dans le cadre de réunions et en lieu, alors sur le territoire de la commune, il n'y a pas de décret d'application pour la métropole. Elles sont par contre, elles, prévues par un texte très spécifique. Excusez-moi de vous donner les numéros précis, mais c'est le L 2123-18-1 et le R 2123-22-3 qui représentent donc les instances, dans les instances où l'élu représente la collectivité. Dans ce cas prévu, le texte est extrêmement précis puisqu'il prévoit un remboursement des frais et un plafond de ces frais. Ce plafond de ces frais correspond au montant mensuel égal à 17% de l'indice brut terminal, le 1027, que nous connaissons tous, et de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit environ à l'état actuel 661 € mensuels ou 7 932 €
annuel. Le remboursement de ces frais, et cela a été indiqué par notre collègue, ne se fait pas sur n'importe quelle périodicité, mais est limité mois par mois. Il est donc prévu qu'il soit bien prévu le remboursement au mois le mois. Et ce remboursement donc est fait dans les limites de ce plafond, en sachant que les services juridiques de la métropole ont accepté de considérer que, par souci aussi de symétrie, dans le même esprit de la décision qui a été prise précédemment, il pourrait être fait droit à avoir le même statut à la ville et à la métropole. Voilà, Monsieur le Président, ce qui peut permettre de comprendre les éléments qui vous sont évoqués. Par contre, pour ce qui est des accompagnements qui soient de préparation au Conseil, la collectivité s'est prononcée sur le fait qu'il n'y a pas de texte permettant de faire cela. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais ajouter comme explication. Merci. Vas-y, relève. Je mets aux voix cette Oui, délibération. un instant, je vous prie. Ah, vous voulez reparler? Oui, allez-y. Oui, j'entends bien toutes vos explications, mais elles ne répondent pas à ma question principale sur la manière dont a été rédigée cette délibération et qui n'est pas conforme au cadre légal. Vous dites bien que l'article 91, je lis l'exposé, c'est la première ligne de la délibération, l'article 91 de la loi Engagement et Proximité, codifié à l'article 2123-18-2 du CGCT, est applicable aux métropoles par renvoi à l'article L5217 du même code. Et renvoi. Vous faites référence à un article qui ne traite pas cette question-là. Vous avez tout à fait la possibilité, et nous ne sommes absolument pas contre le fait qu'effectivement, il y ait des dispositions similaires qui s'appliquent aux EPCI. Simplement, ne nous dites pas que c'est issu du cadre légal. Le cadre légal ne l'a pas prévu. Donc, il me semble que pour la bonne forme, vous devez revoir la rédaction de votre délibération. C'est ça la question. Et après, sur la question de ma situation, j'ose espérer que vous accepterez la médiation. Je ne vais pas continuer là-dessus. Voilà. Mais il y a des arguments légaux. Je voudrais éviter un contentieux avec la métropole. Mais je vous prierai de me répondre précisément sur les premières lignes de cette délibération et de me dire en quoi elle est conforme au cadre légal. Ou sinon, de revoir votre délibération et nous la voterons avec plaisir. Daniel Rouget. Oui, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier les considérants de l'exposé de la délibération qui renvoie à un texte général. L'essentiel de la délibération est mentionné très précisément et explicitement en l'absence de prescriptions particulières prévues par les textes, permettant donc de ce fait d'utiliser les règles applicables aux communes de moins de 3500 habitants, ce qui est le principe majeur de la délibération. Pour ce qui est de la médiation, je ne suis pas habilité à donner des réponses sur ce point, et donc de ce fait, cette question sera traitée ultérieurement. Bien. Donc sur ce, je mets aux voix la délibération numéro 6. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté.